riding round United Texas town, about to shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm going to say. Bien, chers étudiants, bonjour. Comme vous le savez probablement, nous avons dépassé le milliard de followers sur YouTube, sur cette chaîne. Et je reçois un courrier abondant, plusieurs dizaines de kilos de lettres tous les jours, en provenance de Corée du Nord, d'Israël, Biélorussie, Syrie, Arabie Saoudite, Soudan, Venezuela, bon, bref. Que des destinations sympas, pour me dire, cher professeur Brubru, nous sommes des admirateurs, enfin d'ailleurs souvent des admiratrices, et la perspective de voir la fin de vos vidéos d'analyse convexe nous contrarie beaucoup, et ça crée des climats dépressifs. Donc voilà, comme vous savez, je suis un immense humaniste, universaliste, et donc je prends en considération ce qu'on dit. Donc du coup, pour pallier à ça, j'ai décidé de rajouter un exercice à la feuille d'exo, puisque normalement, aujourd'hui, ça devait être la correction du dernier exercice. Eh bien, par bonté d'âme, j'en ai rajouté un. Et cet exercice est assez intéressant, puisque il veut faire le lien entre la notion de convexité et la monotonie des fonctions. Alors on va commencer par trois exemples. On va donner un exemple de fonction convexe décroissante. Par exemple ça. On peut donner un exemple de fonction convexe croissante. Par exemple ça. Et puis on peut donner un exemple de fonction convexe qui n'est ni croissante ni décroissante. Par exemple celle-là. Et donc une fonction convexe peut être monotone de tous les sens et peut ne pas être monotone. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce dernier cas-là. On voit par exemple sur la figure que ici, bien, on a un minimum absolu, et que qu'est-ce qui se passe? À gauche de A, la fonction est décroissante, et à droite de A, elle est croissante. Et c'est exactement ce qu'on veut montrer dans cet exercice, c'est-à-dire qu'on veut montrer que soit une fonction convexe est monotone, soit si elle n'est pas monotone, elle commence par être décroissante, puis est croissante. Alors, montrons ça, on va formaliser tout ça. Donc je prends I en intervalle ouvert. Je me donne F de I dans R, convexe. Alors, pourquoi I ouvert? Parce que vous savez qu'il y a des gags, dans le cas où vous prenez des intervalles fermés, des segments par exemple, il peut y avoir des gags aux bornes, des points de discontinuité, donc on veut évacuer ces petites choses. Bien. Alors, on veut montrer que F est soit monotone, soit il existe un point A appartient à I, tel que F est croissante à droite de A, et F décroissante à gauche. Bien, comme vous êtes face à un énoncé OU, et bien pour montrer un énoncé OU, il suffit, un énoncé P ou Q, bien il suffit de supposer non P et de montrer qu'on a forcément Q. C'est-à-dire ici, on va supposer que F n'est pas monotone, et on va en déduire cette propriété-là. Donc supposons F non monotone.
Alors, il faut être capable de traduire la non-monotonie. La non-monotonie, ça se traduit de la manière suivante. Je vous renvoie à votre cours d'analyse réelle de première année ou deuxième année. C'est fait dans mon polycopier disponible sur ma page web, disponible gratuitement. Vous donnez un triplet strictement ordonné de réel dans l'intervalle i. Eh bien, soit vous avez f de y qui est plus grand strictement que f de x et f de z, soit f de y est strictement inférieur à f de x et f de z. Sur une figure, on voit bien ce que ça veut dire. Hein. Vous avez x, y, z. La première condition, c'est de dire que ce point-là va être plus grand que ces points-là. Vous voyez, on avait une courbe comme ça. Et la deuxième, bah, c'est l'autre. C'est de voir. Bien, je vous laisse vous convaincre que la non-monotonie équivaut à ça. Alors nous, ce qu'on veut montrer, c'est que comme j'ai convexité, eh bien, je veux montrer, vous voyez ici, on voit bien que ce cas-là va être compliqué à cause de la convexité. Donc on veut montrer que cette situation est impossible. Vous voyez, et qu'on a forcément cette situation-là. Alors on va le montrer par l'absurde. Eh bien, on va supposer, donc supposons que f de y soit strictement supérieur à f de x et f de z. Bien, et là, bah, on va appliquer la convexité. La convexité, elle me dit en particulier que la fonction taux de variation en y, hein, c'est-à-dire f de t moins f de y sur t moins y, elle est croissante. Bien. Et bien, je l'applique en x, puisque x est plus petit que z, eh bien j'ai ty de x qui vaut f de x moins f de y sur x moins y. Bien, x étant plus petit que y, le dénominateur est strictement négatif, mais comme f de y est plus grand que f de x, ce dénominateur est strictement négatif aussi, si bien que ty de x est strictement positif. Eh bien, je l'applique en z maintenant. Eh bien là, j'ai la même discussion, à la différence près, c'est que le dénominateur, puisque z est strictement plus grand que y, lui est strictement positif. Mais f de z étant strictement inférieur à f de y, ça c'est strictement négatif. Et donc vous en déduisez que le taux de variation est strictement négatif. Or, x étant strictement inférieur à z, eh bien le taux de variation en x doit être inférieur ou égal au taux de variation en y. Ça c'est la convexité. Et donc, bah, c'est une absurdité. Conclusion, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que si f est convexe non monotone, eh bien, il existe x plus petit que y plus petit que z qui appartient à y, tel que f de y soit strictement inférieur à f de x et f de z. Bien, alors, on va considérer l'application sur le segment. Pour ces trois points donnés, on va considérer l'application sur le segment XZ. Alors, qu'est-ce que je sais d'une application convexe sur I? Elle est continue, donc a fortiori, elle est continue sur le segment. F est continue, et vous êtes sur un segment, ça implique que F est borné, et atteint ses bornes sur le segment. Donc, il existe A qui appartient au segment XZ, tel que, quel que soit T appartient à XZ, eh bien F de T soit plus grand que F de A. Ça, c'est dire que j'atteins un minimum. C'est lui qui va m'intéresser. Alors, le point, c'est que, par hypothèse, j'ai Y qui est plus grand que F de A. Mais Y, il est strictement plus petit que f de x et f de z. Alors pourquoi écrire ça? Bien parce que ça veut dire que f de x et f de z ne peuvent pas être égal à a. Et donc ça implique qu'en fait a appartient à xz ouvert. Donc ça implique que a est un minimum.
local de f sur i. Mais, et là je vous renvoie à l'exercice qu'on a corrigé il y a quelques jours, si une fonction convexe possède un minimum local sur un intervalle ouvert, eh bien ça implique, alors donc, cf exo je ne sais plus combien, ça implique que A est un minimum global de f sur i. Autrement dit, eh bien, on vient de montrer que si f n'est pas monotone et convexe, alors il existe A appartient à I, tel que quel que soit T appartient à I, f de T est plus grand que f de A. Vous voyez, dans l'exemple que je vous ai donné au début, bien, le A c'est celui-là. Donc reste à montrer que à gauche, bien, la fonction est décroissante et à droite elle est croissante. Ben là on va utiliser l'inégalité des pentes. Allons-y. On va considérer, donc f étant convexe, eh bien on va considérer la fonction taux de variation en A, c'est-à-dire f de t moins f de A sur t moins A. Mais qu'est-ce que je sais? Cette fonction, elle est croissante. Alors, on va se placer à gauche de A, on va juste faire à gauche, vous ferez de vous-même à droite, c'est le même type de raisonnement. Alors, on va se donner U strictement inférieur à V et strictement inférieur à A. Et on veut montrer que f de U est plus grand que f de V. Si vous montrez ça, eh bien vous avez bien montré que votre fonction est décroissante ici, quel que soit UV à gauche de A. U plus petit que V implique que f de U est plus grand que f de V. F décroissante à gauche. Bien, et ben on va le faire par l'absurde. On va montrer que si vous supposez le contraire, eh bien ça va mettre en défaut la croissance. Alors, supposons qu'il existe U strictement inférieur à V, strictement inférieur à A, tel que f de U soit strictement inférieur à f de V. Bien. Alors, eh bien je vais utiliser... donc ça, c'est l'hypothèse dont on souhaite montrer qu'elle est fausse. Alors, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que U strictement inférieur à V implique que TA de U est inférieur ou égal à TA de V. C'est l'hypothèse de convexité. Alors, je traduis ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire que f de U moins f de A sur U moins A est inférieur à f de V moins f de A sur V moins A. Alors, comme j'aime pas manipuler des quantités négatives, vous voyez que A étant un minimum absolu, les numérateurs ici sont positifs, mais comme U et V se trouvent à gauche, les dénominateurs sont négatifs. Donc je préfère multiplier par moins 1 pour obtenir que des quantités positives. C'est plus facile à manipuler dans les inégalités. Donc en multipliant par moins 1, eh bien, je renverse cette inégalité. Donc j'ai f de V moins f de A sur A moins V. Bien. Alors, on revient avec notre hypothèse ici, que je vais appeler H. H, elle implique que f de U moins f de A est plus petit que f de V moins f de A. Oui. Mais cette inégalité-là, alors, comment je vais faire? Je vais multiplier par A moins U qui devient positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc j'ai f de U moins f de A sur A moins U qui va être strictement inférieur à f de V moins f de A sur A moins U. Mais, jeunes gens, l'hypothèse c'est que U est plus petit que V.
Donc ça implique que moins U est strictement supérieur à moins V, ce qui implique que A moins U est strictement supérieur à A moins V. Ce qui implique que quoi? Ce qui implique, si je passe à l'inverse, que 1 sur 1 sur A moins U est strictement inférieur à 1 sur A moins V. Oui. Si je multiplie cette inégalité par une quantité positive, par exemple f de V moins f de A, eh bien je vois que f de V moins f de A sur A moins U va être inférieur à f de V moins f de A sur A moins V. Ben oui, mais ça, c'est ce qui se retrouve ici. Et ça, c'est f de V moins f de A. Alors, j'ai commis une toute petite erreur, de pas grand chose. Oui, pas grand chose. C'est qu'ici, j'ai pas forcément une inégalité stricte parce que f de V peut être égal à f de A. Donc là, c'est une inégalité large. Oui. Donc ça, c'est majoré par f de V moins f de A sur A moins V. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à relier ces deux choses-là. Vous voyez que f de U moins f de A est plus petit strictement que ça, qui est inférieur à ça, mais ça c'est égal à ça, qui est inférieur à f de U moins f de A sur A moins U. Donc vous avez ces deux quantités-là qui se retrouvent dans une inégalité où ici elle est stricte. Donc vous avez ça qui est strictement supérieur à ça, et un nombre réel est difficilement strictement supérieur à lui-même. Et donc, ça achève la preuve. Vous avez montré que cette hypothèse H ne peut pas être vérifiée. Et donc, vous avez montré que F est décroissante à gauche de 1. Voilà, je vous laisse prouver la croissance à droite, qui est exactement la même idée. Vous avez juste à considérer la fonction taux de variation pour arriver à conclure cet exercice. Voilà, j'espère que tout va bien et on va se retrouver très rapidement pour le dernier exercice qui, lui, est un aboutissement de l'exercice, le dernier exercice que je vais corriger. Je vais essayer d'être vraiment moultement précis. C'est un aboutissement magnifique de l'étude de la convexité-concavité parce qu'on va voir qu'on peut caractériser la stricte convexité-concavité en termes de théorème des accroissements finis. Je trouve ce résultat absolument magnifique et finalement très profond. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite, dans l'attente de vos nouvelles, etc., etc., etc.